Alors au niveau des chèvres sauvages, donc on a fait le même travail. On a séquencé plein de chèvres sauvages, mais vous vous souvenez, la distribution de la chèvre sauvage, elle est limitée. On la retrouve qu'au Moyen-Orient, essentiellement en Iran. Donc on a fait le même travail ici de représentation d'un arbre phylogénétique, où chaque petit carré ici représente une séquence, donc potentiellement une chèvre. Et on a analysé ça en comparant les données de diversité génétique des chèvres sauvages avec les chèvres domestiques. Alors les chèvres domestiques sont représentées sur le graphe par les petits points rouges. Vous voyez qu'il n'y en a pas partout. On en voit par exemple dans ce groupe ici, on voit qu'il y a plein de sauvages qui sont assez différentes au niveau génétique, puisqu'elles forment un rameau assez important. Mais on voit qu'on n'a qu'un petit paquet ici, les deux rouges, qui sont des domestiques. Et on voit que ça correspond en fait à la lignée F, la fameuse lignée F dont je vous ai parlé en Sicile. Donc on retrouve dans les sauvages, qui sont encore au Moyen-Orient aujourd'hui, des chèvres qui sont de ce groupe-là, et dont les chèvres siciliennes sont proches. Pareil, on retrouve dans les chèvres sauvages des séquences du haplogroupe A, la lignée majoritaire dans le monde. Vous voyez qu'on trouve des domestiques, les points rouges, partout dans la ligne A, et ainsi de suite. On retrouve pour l'aplogroupe B, une petite partie des domestiques est ici, alors que la diversité de cet haplogroupe, de cette lignée, est beaucoup plus grande chez les sauvages. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de ça? De comparer en fait les chèvres sauvages, donc il y a un réservoir de diversité assez important, avec les chèvres domestiques. Ça veut simplement dire que quand il y a eu un événement de domestication, quand il y a eu les événements de domestication, il n'y a qu'une partie de la diversité des chèvres sauvages qui a été capturée lors de la domestication. Donc il y a encore potentiellement un réservoir assez important dans ces chèvres sauvages, à condition qu'elles soient préservées. Ce qui n'est pas forcément le cas encore aujourd'hui. On a même plutôt tendance à voir disparaître toutes ces espèces. Alors, ceci a eu une importance. Le fait de comparer ces chèvres sauvages avec ces chèvres domestiques a permis d'élaborer un certain nombre de scénarios pour expliquer les origines de domestication, et notamment de proposer en fait qu'il y a eu, avant la vraie domestication, un management des populations, plutôt une gestion des populations un peu sauvages, qui ne correspond pas vraiment à un événement de domestication, mais qui a permis en fait d'atteindre une certaine diversité potentiellement de ces chèvres sauvages. Et après, on a une capture dans cette zone-là, donc qui est plus restreinte, des événements de domestication, et donc capture qu'on voit ici. Donc une seule partie de la diversité des sauvages qui est capturée lors des événements de domestication. Alors si je reviens à mes histoires de néolithique, de diffusion de néolithique, de diversité sauvage, de diversité domestique, et que je mets ça sur une carte au niveau de l'Europe. Alors on a vu qu'on a une grande diversité au Moyen-Orient, avec des chèvres qui peuvent présenter 6 haplogroupes différents, A, C, F, B, D et G. Et on a vu, avec les résultats dont je vous ai parlé, avec les séquences du néolithique, qu'au moins au néolithique, on est sûr qu'il y a des chèvres du groupe A et du groupe C qui ont été diffusées lors de la vague du néolithique. On a vu aussi que la Sicile présentait des groupes A, mais aussi des groupes F. Donc c'est sans doute une trace de cette diffusion du néolithique, mais qui s'est arrêtée ou bloquée en Sicile. Ce dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est que la diffusion en Afrique du Nord, il y a moins de diversité qui ont été diffusées, pour ceux qu'on connaît actuellement, puisqu'on retrouve qu'une lignée, qui est la lignée A. Donc voilà un peu quel schéma on peut avoir. Finalement, on avait des chèvres sauvages qui étaient très diverses, la domestication a capturé une partie de la diversité, mais de cette partie de diversité qui a été domestiquée, en fait, on n'a eu qu'une petite part qui a été diffusée lors de la révolution néolithique. Donc un peu un système de pyramide ou de caisse emboîtée, avec, on avait un réservoir assez important, on pioche une petite partie et on repioche une petite partie lors de la diffusion. Alors vous avez vu que j'ai marqué un point d'interrogation sur la Corse. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on a réalisé une étude paléogénétique concernant la Corse. Et
l'idée était de voir un peu l'évolution de la diversité génétique des chèvres dans le temps, en Corse. Et on s'est intéressé à une période plus récente que le néolithique. Pourquoi? Parce que la Corse, les sites néolithiques en Corse, les ossements que l'on retrouve ne sont pas, ou les sites archéologiques ne sont pas trop propices à la conservation de l'ADN. Le sol est plutôt acide et du coup on n'a pas forcément de bons résultats, on n'a pas forcément de séquences. Donc on s'est intéressé à des sites qui étaient plus récents, déjà pour avoir une idée, et donc ces sites datent du Moyen-Âge. Et on a comparé les séquences obtenues du Moyen-Âge avec des séquences de chèvres actuelles. Alors, quel site on a analysé au niveau du Moyen-Âge? C'est un site qui s'appelle le Castrum de Rostino et qui est situé ici, donc sur la carte corse, pour laquelle, en fait, donc c'était un château médiéval qui a été occupé à différentes périodes, notamment au XIIe siècle et au XIVe siècle. Et on a retrouvé dans ce château, en fait, des restes alimentaires, donc des restes de chèvres que mangeaient les personnes habitant ce château. Et on voit qu'il y avait une exploitation des chèvres assez importante entre le XIIe et le XIVe siècle sur ce site-là. Alors on a analysé 29 ossements différents, on a fait attention en fait en triant avec les archéozoologues d'avoir des individus qui étaient différents, par exemple en travaillant sur les mêmes types de pièces osseuses. Et comme ça reste de l'ADN ancien et de l'ADN qui est dégradé, on n'a pas été capable de récupérer de l'ADN pour tous les échantillons, mais on a quand même pu récupérer de l'ADN pour 21 échantillons. Et sont représentées ici en fait les séquences que l'on a obtenues. Alors cette fois la représentation est un peu différente de ce que je vous ai montré précédemment. Et chaque petit rond en fait représente une séquence. Et la différence entre les points représente une substitution. Donc ici, par exemple, il y a une différence entre ces deux séquences, mais la longueur des branches est en fait proportionnelle au nombre de différences. Donc par exemple, ici, j'ai une différence, mais pour aller à cette séquence-là, j'ai une différence, deux différences, trois différences, et ainsi de suite. Donc il y a deux couleurs, avec des chèvres qui datent du XIIe siècle qui sont en jaune, et des chèvres qui datent du XIVe siècle et qui sont en rouge. Et vous pouvez voir qu'en fait, la diversité, elle est assez grande. On voit que les séquences sont relativement différentes. N'empêche qu'on n'a trouvé qu'une seule lignée. Et la seule lignée qu'on a trouvée, c'est la lignée A. Et ça, c'est pas totalement étonnant, vu ce que je vous ai présenté jusqu'avant. On a vu que la lignée A était la lignée majoritaire, donc il n'est pas étonnant qu'on ait retrouvé ces séquences dans ces chèvres du Moyen-Âge. Donc, une seule lignée mitochondriale trouvée, mais à l'intérieur de ces lignées, une grande diversité génétique, malgré tout, observée entre les individus.